Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. L'affaire ICC Service refait surface au Parlement. Les députés ont interpellé le gouvernement sur cette rocambolesque affaire qui a ruiné les Béninois. Ça y est, c'est lancé, la 4e saison de l'émission Acapella. La présélection a démarré ce samedi à l'ancienne maison de la radio à Cotonou. Et puis en Libye, Daesh, l'État islamique est en perte de vitesse. Les forces gouvernementales semblent avoir repris le dessus sur les terroristes dans la ville de Sirte. Merci de votre attention. Avant de démarrer cette édition, cette information vers une nouvelle ère faite de réconciliation au sein de la grande famille des protestants méthodistes du Bénin. Un culte d'action de grâce sera organisé demain dimanche 3 juillet 2016 à partir de 9h au Palais des Congrès de Cotonou en présence du chef de l'État, le président Patrice Talon. L'événement sera retransmis en direct sur la télévision nationale. Et puis, l'affaire ICC Service qui revient au devant de l'actualité. Cette semaine, les parlementaires ont interpellé les représentants du gouvernement sur cette question qui a semé le désastre dans le pays. Reportage. À la faveur des questions orales avec débat posé par le député Janvier Yawedéou et celle de son collègue Adjibare Koussonda, les députés ont fait ressurgir le débat sur ce qu'il convient d'appeler la haute escroquerie de la population ou encore le dossier ICC Service. Outrés, les députés ont fait des déballages et ont crié à une injustice qu'il faut coûte que coûte corriger. Que sont devenus les fonds collectés par la commission Séverine Lawson? À quoi ont servi les fonds issus de la vente des objets récupérés? Quel est le sort réservé à ce dossier si l'on s'en tient au fait que le gouvernement d'alors avait autorisé officiellement la structure ICC Service? Le gouvernement a du mal à convaincre les Béninois en disant que la structure ICC Service et consorts sont des structures illégales, puisqu'il y a des documents officiels qui montrent que ces structures sont connues du gouvernement. C'est le cas, par exemple, du document numéro 1-076 du 20 novembre 2009 qui cite bien ICC Service et consorts comme institution bancaire et qui donne l'autorisation officielle de protection de ces banques. Ce que je regrette dans ce dossier, c'est qu'il y a nos compatriotes qui, pour une simple raison de vol de moto, se retrouvent en prison. D'autres, parce qu'ils ont volé une chèvre, ils vont en prison. Et à côté, on amasse 156 milliards. Au total, 4 préoccupations majeures ont été soulevées. La gestion des fonds récupérés après la vente aux enchères. La gestion des immeubles et véhicules saisis dans le cadre de l'affaire ICC Service. Et le remboursement des propriétaires des immeubles ayant servi de siège aux agences ICC Service. On m'a parlé de 156 milliards. Nicéphore m'a dit que non. Le document qu'il a reçu de la Banque mondiale et du Fonds monétaire parle de 216 milliards. Au fond, toute l'économie du pays, le bas de laine de mes collègues, compatriotes, sont passés là-dedans. ICC Service vient peut-être juste avant le siège de l'Assemblée nationale, avant les machines agricoles, avant beaucoup d'autres questions. Je considère que lorsque quelqu'un n'est pas reconnu coupable par un tribunal compétent, il est innocent. Tous ceux dont on a donc cité les noms dans cette affaire sont présumés innocents. Mais si, ou nous-mêmes, le Parlement, ou le gouvernement, ne fait pas la lumière, ou la justice, si nous ne faisons pas la lumière, et toute la lumière, sur ces affaires-là, alors notre pays n'aura aucune chance d'avancer.
Plusieurs autres préoccupations ont été soulevées. La nécessité de rembourser les petits épargnants par les fonds récupérés, la mise en liberté des détenus pour permettre la manifestation de la vérité, la nécessité pour la Cour d'appel de Cotonou d'instruire ce dossier dans les priorités. Et puis une délégation gouvernementale a présenté les grandes orientations du budget exercice 2017. Le rapport de la commission des finances présenté en plénière a suscité de riches débats au Parlement. Reportage. La matinée du jeudi 30 juin a été consacrée dans l'hémicycle au débat d'orientation budgétaire relatif à la loi de finances pour la gestion 2017. Le président de la commission des finances et des échanges et son rapporteur ont présenté le rapport relatif à l'étude en commission des documents du gouvernement ayant trait à la programmation budgétaire économique et pluriannuelle et à la programmation pluriannuelle des dépenses. Monsieur le Président, les jeunes se trouvent dans nos villes, c'est vrai, mais ils sont nombreux dans nos communes. Et j'ai cherché à partir de cet axe, à partir duquel on va faire le développement en 2017, quel est le lien entre le financement des communes et la prise en compte de la question de l'emploi des jeunes? Le taux de couverture, n'est-ce pas, du réseau au niveau, n'est-ce pas, du Bénin fait encore moins de 30%. Donc, oui, pour la production de l'énergie, oui, pour mettre l'accent sur l'aspect production, mais également, il ne faut pas occulter l'aspect extension du réseau dans les communes. D'autres préoccupations ont été soulevées, au nombre desquelles la nécessité du vote de la loi sur le partenariat public-privé, le poids de l'informel dans l'économie du Bénin, la question de la promotion de la femme dans le gouvernement de la rupture, le sort de l'aéroport de Tourou qui n'est pas encore fonctionnel, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, la nécessité de prévoir un fonds pour l'exécution du RAMU, sans oublier le sort réservé aux projets d'assainissement et de pavage des communes délaissées par l'ancien régime. Comment le gouvernement pense-t-il lutter réellement contre la corruption? Deuxièmement, au titre des actes transversaux aussi, il inscrit le renforcement de la sécurité publique. Je voudrais savoir comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre. Face à toutes ces préoccupations, le gouvernement représenté par le ministre d'État chargé du développement, M. Abdoulaye Biotchane, a apporté quelques éléments de réponse. Notre ambition pour le futur est là et que nous considérons que dans 3-4 ans, nous aurons des taux de croissance beaucoup plus élevés que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et cela sur la base des mesures qui sont en train d'être déjà prises. Il y a quelques jours, j'ai annoncé les mesures fiscales qui d'ailleurs ont été votées ici dans le cadre du collectif budgétaire. Il y a des mesures importantes qui ont été prises sur le foncier. Et je veux redire que ces mesures sur le foncier sont des mesures très importantes qui vont être généralisées sur l'ensemble de notre pays et vont permettre aux opérateurs économiques d'investir davantage dans notre pays, en particulier dans l'immobilier, et à nos paysans de pouvoir désormais éventuellement utiliser les titres fonciers qui vont leur donner sur leur terrain, eux aussi emprunter pour investir dans leur ferme. Nous avons décidé de rembourser de manière agressive les arriérés de paiement qui sont dus par l'État, aux PME notamment, et ceci pour relancer aussi l'activité économique dans notre pays. Le président de l'Assemblée nationale, au terme des débats, a pris acte du débat d'orientation sur la loi de finances gestion 2017. Le site d'orpaillage de Perman nécessite un suivi de la part des autorités. Le ministre de l'Énergie s'en est rendu compte lors de sa tournée à l'intérieur du pays, dans ses structures sous tutelle. Il a sillonné d'autres localités de l'Atakora et de la Donga. Jérôme. Le ministre de l'Énergie est d'abord allé présenter ses civilités et félicitations au nouveau préfet de l'Atakora avant de démarrer son périple dans ses structures sous tutelle.
Au guichet de paiement de la direction départementale de la SBE à Natitengu, quelques usagers lui ont exprimé leur ras-le-bol. C'est à votre président même qu'ils nous ont donné les bancs, sinon il n'y a pas les bancs. Tout à votre président qu'on nous a donné les bancs là. On a des choses à faire, mais venir attendre des heures durant avant de payer sa facture, faute d'un nombre important de guichets, vous voyez que c'est difficile. Et l'autre chose, c'est l'eau. Nous en souffrons atrocement malgré l'effort que la SONEB fait. C'est grâce au ministre que le directeur régional, Atakora Donga de la SBE, a annoncé une solution immédiate. Il y a une nouvelle agence qui est en ouverture, non loin d'ici, pour permettre de multiplier les guichets afin de pouvoir faciliter les paiements. Après avoir exigé que les usagers soient bien traités, le ministre a tenu un langage de vérité. On ne peut pas amener de l'argent et demander pardon pour qu'on vous prenne l'argent. Ce n'est pas normal. Je veux que dorénavant des dispositions soient prises pour que les clients puissent s'installer le plus confortablement du monde pour pouvoir payer leurs factures. La prochaine visite s'est effectuée sur le site d'orpaillage de Perma, au quartier Quaterna. Ici, les populations font la recherche de l'or depuis un quart de siècle, mais à partir de 2015, les responsables ont défini 2 couloirs. Le couloir où nous sommes ici, qui est à l'ouest du village de Quaterna, qui est juste à côté, qui fait à peu près 2 km de long, et un autre couloir qui est de l'autre côté là-bas, dans la Tapa, qui fait à peu près la moitié en superficie de ce couloir-là. Vous voyez que les gens travaillent encore à la roue et sans outils de protection. Nous sommes en train de réfléchir pour les doter de gants, de bottes, un certain nombre d'instruments. Le ministre s'est également rendu à la retenue d'eau hydroélectrique de Yeripao. C'est un barrage érigé en 1996 d'une puissance d'un demi-mégawatt produite par une turbine au lieu de 2 prévues. Nous attendons du ministre que la seconde turbine soit réalisée et que celle qui est là soit réhabilitée. Les responsables de la station SBE de Bérésengu ont expliqué les difficultés techniques et en ressources humaines qu'ils rencontrent. Une visite sur le barrage de Sepunga et sur d'autres sites a permis à la délégation de toucher du doigt d'autres réalités. Et puis je reviens sur cette information vers une nouvelle ère faite de réconciliation au sein de la grande famille des protestants méthodistes du Bénin. Un culte d'action de grâce sera organisé demain dimanche 3 juillet 2016 à partir de 9h au Palais des Congrès de Cotonou en présence du président Patrice Talon. L'événement sera retransmis en direct sur les antennes de la télévision nationale. Alors nous allons aborder maintenant le dossier de ce journal. Alors on en parle presque tous les jours maintenant de la Vendite populaire. La Vendite populaire donc qui a refait surface. Des individus suspectés de vol sont passés à tabac, puis brûlés vifs. Une sorte de justice expéditive qui prend de l'ampleur au mépris de la présomption d'innocence. Dans ce magazine, Rachida Biob Maman est allée sur le terrain faire l'enquête pour nous. On va suivre son magazine. Quand la rue décide elle-même de rendre justice, le verdict est sans appel. Des bâtons, gourdins, barres de fer, tout y passe jusqu'au supplice final de quelques gouttes d'essence et une bûchette d'allumettes où des individus souvent suspectés de vol sont brûlés vifs. Moi, j'ai souffert pour acheter ma moto. Et si on la vole, on me met en difficulté. Donc si on arrête un voleur, qu'on le brûle, tout simplement. Un voleur s'est fait attraper dans un quartier. Je pense que dans un pays démocratique, il faut l'envoyer chez le délégué ou bien il faut l'envoyer chez les forces de l'ordre. Mais le taper jusqu'à le tuer, ce n'est pas une bonne chose. Ceux-là qui brûlent aujourd'hui, sinon on ne peut pas les accuser totalement et aussi ce n'est pas trop bon aussi. Parce qu'un être humain, c'est une créature de Dieu et que personne n'aimerait qu'on le brûle comme ça vif. On doit les brûler pour qu'on ait la paix dans le pays. Sinon, d'autres vont suivre ce mauvais exemple et ils seront nombreux. Quoi qu'il en soit, que faut-il comprendre de cette attitude des Béninois qu'on qualifie pourtant de pacifique? Si vous regardez
le contexte de chômage, le contexte de précarité, le contexte de reflux, le contexte d'absence de normes, le contexte d'injustice sociale dans lequel nous avons baigné ces 15-10 dernières années, vous allez vous rendre compte que le lit des rancœurs, le lit des complexes, le lit des frustrations et des injustices sociales est dressé. L'impunité grandissante expliquerait également la résurgence de cette auto-justice. Le sentiment qu'une fois qu'ils sont arrêtés, pour une raison ou pour une autre, ils ne répondent pas convenablement de leurs actes. Ou bien au nom des droits de l'homme, ou bien au nom de l'insuffisance du matériel, ou de mauvais ou de sous-équipement, ou bien pour diverses raisons, ils retrouvent ces malfaiteurs quelques mois après, quelques jours après, revenir les narguer. Revenir leur dire, c'est vous qui m'avez livré à la police, c'est vous qui m'avez livré à la justice, maintenant vous mourrez en face. Pour l'homme de justice, il faut éviter toute précipitation pouvant conduire à des erreurs judiciaires. Il peut arriver que quelqu'un soit interpellé et qu'il soit gardé dans les liens de détention, et puis au bout de quelques temps, on le retrouve au dehors. Donc ce sont les enquêtes qui, disons, révèlent si tel est auteur d'un tel acte ou pas. Même par la clameur publique, on peut penser que quelqu'un est tel auteur qu'en réalité, ce n'est pas lui. La vindicte populaire est en effet une porte ouverte à plusieurs dérives. Il peut y avoir des self-justice, il peut y avoir des règlements de compte, il peut y avoir des victimes collatérales, il peut même y avoir de fausses victimes. Ce faisant, elle pose un réel problème de droits de l'homme. La vindicte populaire pose un véritable problème de droits de l'homme. Parce que la personne humaine est sacrée. Cela est d'ailleurs affirmé dans toutes les conventions, c'est affirmé dans la Convention des droits de l'homme. Donc il faut respecter la vie humaine, il faut respecter la personne. Les auteurs de la vindicte populaire commettent ainsi une infraction de foule punie par la loi. La même personne qui pratique la vindicte populaire, je vous l'ai dit, s'arroge le droit de juger en lieu et place des institutions judiciaires. Il faut l'opier le principe de la présomption d'innocence. Il bafoue le caractère sacré du droit à la vie humaine qui est consacré par notre Constitution. Si celui qu'on pense que c'est l'auteur de l'infraction d'un vol et qu'il porte des coups sur lui par des matériaux physiques, si cela arrivait à mourir, bon, là, on parlerait de crime. Parce qu'ils auraient volontairement donné la mort à cet individu. Et la loi punit ça d'une réclusion criminelle de 30 ans. Maintenant, si la personne n'est pas décédée, qu'il a, disons, quelques entorses, ou bien qu'il est victime de troubles physiques, bon, on peut condamner ces auteurs à 15 ans d'emprisonnement. Et pour combattre ce phénomène, l'État ne compte pas faiblir. La police doit pouvoir identifier ceux qui posent ces actes, que ce soit des curieux, que ce soit des passants, que ce soit les auteurs qui se trouveraient sur les lieux de cet acte-là, sans pouvoir agir contre, seront sanctionnés le plus durement possible. Le premier as, c'est la réponse répressive, sans relâche. Et le second as, c'est la réponse préventive, dans la sensibilisation. Le gouvernement lance ainsi sa croisade contre la vindicte populaire, une peine de mort à peine voilée. Une lutte dont le succès dépend également de l'amélioration des conditions de vie et de travail des citoyens, de nos forces armées, ainsi que des acteurs de la maison justice. Démarrage ce matin à l'ancienne maison de la radio, de la télévision du Bénin, de la phase de présélection de la 4e saison de l'émission A Cappella. De nombreux candidats ont planché devant un jury constitué de professionnels de la musique. Plus de précision avec Mathieu Sokenou et Ricardo Loïco-Pécou. Soyez les bienvenus à cette grande fête. Difficile de résister au micro de A Cappella. Ils sont là, répondant ainsi à l'appel de l'ORTB et fiers d'accomplir leur dessein et de réaliser leur destin.
Bien avant, il y avait des sortes de concours et tout. Mais ce n'était pas aussi sérieux que ça. J'ai eu à participer à certains dans le passé. Mais ce n'était pas aussi sérieux. On sent du sérieux dedans. Et c'est ça qui motive en fait. Ça permet aussi, pendant les vacances, de s'adonner à quelque chose. Oui, donc très tôt, ça a plu aux jeunes, ceux qui aiment la musique, se sont donnés à ça et puis ça a pris. Donc dans tout le pays, c'est bien approuvé. J'ai choisi de participer à Acapella parce que selon moi, Acapella n'est pas seulement un concours, c'est une émission qui nous apprend beaucoup de choses, qui nous apprend à comment chanter, à comment nous améliorer dans nos chants. Que d'exercices de voix et de répétitions collégiales avant de passer devant ces professionnels de la musique. Ils ont le dernier mot. Eux, ce sont les membres du jury. Je crois qu'on a déjà eu quand même deux bons candidats, plus ou moins bons, un ou deux. Et seulement, je voudrais qu'on puisse dire aux candidats au dehors de ne pas avoir peur, de se déstresser. Avant d'entrer dans la salle, j'étais un peu stressé, mais quand j'étais devant les membres du jury, c'était vraiment amusant. J'ai pu dégager ce stress et j'ai chanté comme je voulais. Et avant de les affronter, on fait travailler les cordes vocales. La présélection n'est qu'à un pas et on veut tous gagner, puisque la musique n'a pas d'âge, dit-on. Quand on fait la publicité, j'ai envie de faire ça. C'est pourquoi je veux m'inscrire à Acapella. Mignon garçon, intelligent tous les possibles. On s'est rencontrés, on s'est aimés. Ce télécrochet divertissant qui est à sa 4e saison apparaît aujourd'hui comme la meilleure des aubaines pour entrer dans le Gotha de la musique. Je suis revenue parce que l'année passée, ils m'ont fait un peu de reproches. J'ai essayé de mettre les reproches un peu en pratique. Je suis venue réessayer pour voir ce que ça a donné cette année-ci. On ne devient pas chanteur, on est chanteur. On ne fait pas comme l'autre, on fait comme soi. Il faut qu'ils rentrent vraiment au fond d'eux-mêmes, de nous apporter quelque chose. On veut voir autre chose de nous, on veut voir des nouvelles choses, quoi. Pas que ce qu'on a déjà vu avant. Personne ne comprend ce que chantent les oiseaux, mais tout le monde adore les chants des oiseaux. En tout cas, ce n'est pas ce fan du reggae qui me dira le contraire. Acapella, quand tu nous tiens. Je l'ai gagné, Acapella, 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 c'est mon rêve, Acapella. Et puis le directeur général de l'ORTB, Georges Amelon, et son équipe entendent à travers ce programme divertissant faire rayonner la culture béninoise. On écoute Georges Amelon et l'agent comptable de l'ORTB, Modeste Zossou, qui ont fait un tour ce matin donc à l'ancienne maison. Ils sont au micro de Mathieu Sokenou et de Ricardo Lekpekou. Ce monde pour cette édition. Je sais que autant qu'ils sont ici, chacun croit en sa chance. Mais il y a toujours un fauteuil de premier. Il n'y a pas un banc de premier. Ce sera une fête de la musique bis. Mais ce sera aussi une fête propre à l'ORTB. L'ORTB qui est le service public au Bénin. Et donc ce sera une sorte de fête des jeunes au Bénin. Il faut justement que cette vitrine soit belle. Il faut que ce soit la vitrine qui prouve aux Béninois, où qu'ils se situent, que notre jeunesse est encore capable de produire de belles choses. Et nous allons tout faire pour les mettre en valeur. Vous le savez, la mission d'un média, c'est d'informer, c'est d'éduquer et de divertir. Le divertissement, pour le moment, nous manque beaucoup. Nous allons essayer d'en faire de plus en plus. À l'étranger maintenant, avec la disparition en début de soirée d'une figure emblématique de la gauche française, l'ancien Premier ministre français Michel Rocard a quitté notre monde.
des suites d'une maladie. Il était âgé de 85 ans. Il a occupé durant plus de 60 ans la scène politique. On dit de lui qu'il est adepte du parler vrai. Militant socialiste depuis 1949, il a cofondé le Parti socialiste unifié PSU et fut son porte-drapeau à la présidentielle de 1969. 5 ans plus tard, il rejoint le PS où ses désaccords avec François Mitterrand furent légion et légendaires. Ministre du Plan, puis de l'Agriculture de 1981 à 1985, il soutient la candidature de son rival en 1988 et fut nommé à Matignon. Il incarnait la modernisation de la gauche. Et puis en Libye, le conflit entre combattants de l'organisation terroriste État islamique donc, et soldats loyalistes se poursuit, mais les forces du gouvernement libyen d'Union nationale disent avoir repris le dessus sur les islamistes, notamment à Sirte, la ville natale du colonel défunt Muammar Kadhafi. L'annonce a été faite ce samedi. Ibrahim Lavani. Satisfaction dans le rang des forces du gouvernement libyen d'Union nationale, la prise d'un fief du groupe djihadiste État islamique est un événement capital. Il s'agit d'un important quartier de Sirte dans le centre-nord de la Libye où les islamistes ont installé leur centre de commandement. Les combattants du gouvernement d'Union nationale, appuyés par des raids aériens de l'armée, se trouvent désormais à l'intérieur des secteurs où se cachent les islamistes. À la faveur d'une offensive lancée le 12 mai dernier pour reprendre Sirte à l'État islamique, l'armée du gouvernement libyen d'Union nationale est entrée le 9 juin dans la cité et assiège depuis ce temps les djihadistes. L'État islamique avait profité du chaos dans lequel est plongée la Libye depuis la chute et la mort de Muammar Kadhafi pour s'emparer de Sirte en juin 2015. Et puis avant de nous séparer, je reviens sur cette information. Un culte d'action de grâce qui sera organisé demain, dimanche 3 juillet 2016, à partir de 9h au Palais des Congrès de Cotonou, en présence du président de la République, Patrice Talon. L'événement sera retransmis en direct sur les antennes de la télévision nationale. C'est une nouvelle ère qui semble s'ouvrir au sein donc de l'église protestante méthodiste du Bénin. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. À 23h30, vous aurez dans ce studio pour le JT Soir Falon Kissé. Merci et à demain.